Donc, je m'appelle Olivier Emy, je suis coach agile et le sujet de la responsabilité est un petit peu le thème que je travaille cette année et donc on va en discuter un petit peu ensemble pendant cette session. Alors, lorsqu'on parle responsabilité, ça vous inspire quoi? Des mots, des expressions, des choses? Délégation. Délégation, ok. Quoi d'autre? Des rôles? Engagement? Précision? Ah, décision, ok. D'autres choses? Autonomie, d'accord. Sérieux? C'est ça, non? J'ai entendu? Ouais, sérieux. Donc, effectivement, il y a plein de choses autour de ça. Mais la responsabilité, en fait, la difficulté, c'est que c'est quelque chose qui est très flou. C'est-à-dire qu'on en parle tout le temps, en agilité de manière générale et au-delà. Mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Et on va voir ensemble que c'est quelque chose qui, sous un certain angle, peut être très intéressant à étudier. Donc, moi, chaque fois que j'ai un thème à étudier comme ça, je regarde d'abord dans le dictionnaire. Et donc, j'ai 3 définitions que je suis allé prendre du Larousse de la responsabilité. La première définition, c'est celle-ci. C'est une obligation ou une nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou celles des autres. Voilà la première. La deuxième, c'est une fonction, une position qui donne des pouvoirs de décision, mais implique que l'on en rende compte. Et la dernière... Ah, je recule là par contre. Ah, ça remarche, trop bien. Un fait pour quelque chose d'être la cause, l'origine d'un dommage. Après ces 3 définitions-là, moi je me suis dit, la responsabilité, j'en veux pas trop. C'est pas le truc top niveau, quoi. Et il s'avère que j'ai découvert ce bouquin-là, de ce monsieur qui s'appelle Christopher Avery. Donc c'est un sujet que je connaissais déjà depuis un certain temps, mais le fait de rentrer dans le bouquin et de rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qu'il avait étudié, découvert et partagé, a rendu le thème de la responsabilité beaucoup plus intéressant et c'est un petit peu dans ça qu'on va rentrer. Donc c'est un livre qui est disponible, mais il est principalement en anglais, pour le moment en tout cas. Donc voilà. Donc on va rentrer un petit peu dedans et le cœur de toute la conférence est basé sur le contenu de ce livre-là. Donc parlons responsabilité au sens de Christopher Avery. Donc parlons d'abord de la responsabilité au sens personnel, donc au sens responsabilité individuelle. 2 notions d'abord à bien comparer. La notion de être responsable d'un côté et de prendre ses responsabilités à 100%. Donc être responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Une définition possible, c'est de considérer que c'est être bien et acceptable dans les yeux d'une autre personne, de la société, d'une organisation, d'un groupe de personnes. Donc il y a cette notion de être bien vis-à-vis d'une autre entité extérieure à soi. Le fait d'être bien et acceptable, en fait, c'est un engagement au départ à ressentir des sentiments de sécurité par l'approbation. D'accord? Donc lorsque je dis je suis responsable de quelque chose, derrière, en fait, c'est pour garantir en moi en fait, un sentiment de sécurité avant tout. Ça va quand je dis ça? On va comparer avec la prise de responsabilité à 100%. Donc la prise de responsabilité à 100%, ça veut plutôt dire se voir comme une puissante force causale de son expérience de vie. Je vous laisse relire ça quand même. Donc se voir comme une puissante force causale de notre expérience de vie. Dit autrement, en fait, les conséquences que l'on obtient proviennent probablement de quelque chose que l'on a fait, qu'on a construit. D'accord? Se voir comme une puissante force causale de ce qui nous arrive. Vous voyez, c'est quand même assez différent. Et le fait de se voir comme une puissante force causale, c'est un engagement différent. C'est un engagement à être propriétaire de sa vie, au leadership personnel et donc à sa liberté. Et vous allez voir en fait que, malgré le fait que les termes soient assez similaires, en fait, la différence est énorme. Donc, effectivement, on a l'impression que c'est un peu pareil, en supposant que je prenne mes responsabilités à 100%. Donc, je m'engage à ressentir des sentiments de liberté, où je prends mon leadership en fait à pleine main. La plupart du temps, j'ai cette sensation d'être responsable. D'accord? Parce qu'à chaque fois que je prends une action, je suis une force causale de mon expérience de vie. Donc naturellement derrière, je me sens en sécurité. Par contre, l'inverse est un petit peu plus flou. Parce que lorsque je souhaite être responsable,
Dès qu'il va y avoir un obstacle qui va se mettre en travers de mon chemin, si moi j'ai envie de faire quelque chose et que j'ai l'impression que ça met en défaut ma sécurité, bah peut-être que je ne vais pas aller dans ce sens-là. Donc vous voyez déjà qu'il y a une nuance entre les deux. L'un peut impliquer l'autre, mais l'autre n'implique pas forcément l'un. Si on extrapole un peu ces deux notions-là et qu'on va dans les organisations, on va pouvoir opposer deux notions, donc c'est à peu près la même chose, mais on va juste utiliser deux termes différents. Donc il y a une notion qu'on va mettre derrière le terme accountability, être tenu responsable. Il y a quelques jours, j'étais à Montréal et je crois qu'on m'a dit qu'il y avait un terme, c'était être imputable, je crois, si je l'ai bien compris, contre prendre ses responsabilités à 100%. Donc le terme responsabilité, à chaque fois que j'utiliserai à partir de maintenant, c'est en parlant de ce qui est à droite. Et sinon, j'utiliserai le terme accountability pour la responsabilité au sens à gauche. Donc déjà, un des intérêts, c'est qu'en anglais, ils ont deux termes. Et le fait d'avoir deux termes permet déjà de séparer les deux notions. Donc en français, on a cette difficulté parce qu'on utilise le même terme pour plein de choses différentes. Avec Agile, c'est pareil d'ailleurs. D'accord, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Dans ce sens-là. Donc, l'accountability, c'est un acte de gérer la performance et les attentes. Je vous rappelle, tout à l'heure, c'était le fait d'être bien dans les yeux de quelqu'un et de vivre en fait un sentiment d'approbation. Donc il y a bien cette notion de que je dois gérer la performance et les attentes surtout par rapport à un groupe, une organisation. Quelques caractéristiques par rapport à ça. C'est principalement orienté vers les autres. C'est focus passé, externe et indépendant de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, la responsabilité au sens accountability, on va regarder par rapport au passé, vu qu'on acte en fait la gestion d'une performance et des attentes. C'est des choses qui sont passées, on a bien fait ça comme il fallait. C'est orienté vers les autres parce que d'une certaine manière, on est toujours en train de rendre compte à quelqu'un. C'est assez rare qu'on se rende des comptes à soi-même. Et c'est externe et indépendant de soi dans le sens où parfois, même, on vous dit « mais vous étiez responsable de ça » et vous n'étiez même pas au courant. Ou souvent, on vient vous dire « mais en fait, ce sera toi qui seras responsable de ça » et vous ne l'avez jamais demandé. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais... Donc, il y a cette notion en fait que l'accountability, c'est quelque chose qui ne vient pas de soi. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur au départ. Si on va de l'autre côté, donc la prise de responsabilité à 100%, c'est la même chose que tout à l'heure, globalement. D'accord? C'est considérer qu'on est une force causale de notre expérience de vie. Donc, c'est un sentiment d'appropriation d'une expérience, d'accord? Et une volonté, une capacité à prendre une action efficace par rapport à une situation qui s'amène à nous. Donc, quelques caractéristiques qui vont montrer la différence, c'est que, bizarrement, c'est l'inverse, c'est orienté vers soi. Si je considère en fait que la situation m'appartient et que je peux faire quelque chose, ça part de moi au départ. C'est focalisé présent dans le sens où la question que je vais me poser, c'est pas voilà ce que j'ai fait dans le passé, c'est à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je m'en sors? Quelle action en fait je fais pour continuer? Et c'est interne, totalement interne. C'est-à-dire que face à la même situation, vous mettez deux personnes différentes, elles ne vont pas forcément en fait agir de la même manière. Pourquoi? Parce que ça dépend de la question qu'elle se pose et de la réponse en fait, qu'elle va donner. Donc vous voyez que c'est déjà assez différent en termes en fait, de structure. On va rentrer un petit peu plus en détail sur l'accountability qui est à gauche, qui est la plupart du temps en fait, ce qu'il y a en fait, dans les organisations. Si on le regarde sous un œil, on va dire d'une manière très objective, l'accountability, en fait, n'est qu'un outil de gestion de structure hiérarchique. Pourquoi? Globalement, si on prend une image très simple, une entreprise se forme parce que, globalement, j'ai trop de travail à faire et je ne peux pas le faire tout seul. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais embaucher des gens, je vais découper le travail, je vais leur donner. Et ensuite, je vais essayer de leur demander des comptes pour savoir s'ils ont bien fait ce que je leur ai demandé. D'accord? Donc, l'accountability, au sens rendre des comptes, c'est simplement en fait un outil de management des structures hiérarchiques. Ça va jusque-là?
Le problème, en fait, qui se pose ensuite, c'est comme le problème à chaque fois, hein, c'est quand on va dans les excès, ça devient embêtant. C'est qu'on va dans la surveillance et la mesure de la performance. Pourquoi? Parce que derrière, lorsqu'on reste dans l'accountability en termes de stratégie d'entreprise, c'est que derrière, en fait, on considère que les gens ne vont pas travailler correctement. Et que parce qu'ils ne vont pas travailler correctement, il faut que je les surveille et que je m'assure, en fait, qu'ils vont bien faire les bonnes choses. Dit autrement, je vais investir dans des outils de timesheet, des outils pour des CRA. Je ne sais pas si les CRA, ça parle. Enfin voilà, ce genre de choses en fait qui vont nous aider à surveiller est-ce que l'activité des personnes en fait est bien la bonne. Bien évidemment, ça ne marche pas. Non, vous allez me dire le contraire peut-être, je sais pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça donne un sentiment de contrôle. Hein. D'accord? Parce que j'ai des chiffres, j'ai des choses, mais on sait très bien qu'avec les chiffres et les choses, comme les estimations, c'est facile à tweaker. Effectivement, la difficulté, c'est que plus je cherche à avoir de contrôle dans ce sens-là, plus je vais investir dans des outils de la gestion de la performance, moins je vais avoir des résultats bons, donc plus je vais investir dans les outils de performance, et en fait, on ne s'arrête jamais. Le problème dans ces structures-là, c'est qu'en fait, on en arrive à avoir des personnes qui cherchent plus à se positionner dans l'entreprise pour avoir la possibilité en fait, de demander des comptes à d'autres personnes. Et donc, en fait, la conclusion, pardon, j'apprends en même temps. Voilà. Ce qui devient plus important en fait, dans ces structures-là, c'est que je vais me positionner à un endroit pour tenir d'autres personnes responsables de quelque chose qui ne se fait pas bien, plutôt que d'essayer de développer en eux ce sentiment de responsabilité personnelle. D'accord? Donc en fait, personne n'agit, tout le monde se tient responsable. Je sais pas, c'est des choses qui vous parlent, ça ou pas? Ouais? Tant pis, j'ai envie de dire. Mais au moins le constat en tout cas est là. Hein, d'accord? L'accountability a des effets en fait pervers sur le mode d'interaction. Donc piloter par l'accountability augmente la peur. À votre avis, pourquoi? Pardon? Peur de mal faire. Ouais, effectivement. Et encore, ça je trouve que c'est bien en soi. On a peur de la sanction en fait, effectivement, parce qu'en fait la peur de mal faire elle vient de soi, donc ça peut être bien en tout cas, ça peut être perçu comme étant une preuve d'amélioration. Effectivement, on a peur de la sanction, parce qu'en fait l'accountability, qu'est-ce que ça vous envoie comme message? C'est si tu ne fais pas ça, tu te prends ça. D'accord? Donc en fait, il y a cette problématique-là quand même. Et forcément, moi, quand plus j'ai peur, plus je vais prendre des initiatives. Parce que si je prends des initiatives, je risque de ne pas faire ce qu'on attend de moi. Donc mon sentiment de sécurité risque d'être un petit peu difficile à maintenir. Ce qui fait que derrière ça, l'accountability, dit autrement, en fait, ça va tuer vos talents. Parce que même si moi, en tant que personne bien câblée, j'ai envie de prendre des initiatives, c'est-à-dire que je vais prendre des décisions qui me paraissent être les bonnes par rapport en fait, à la direction que prend l'ensemble, mais que mes chefs, mon organisation me l'empêchent parce que derrière, il y a beaucoup plus de choses qui sont derrière, du genre de la politique, ça va tuer totalement mes initiatives. Et on transforme en fait ces talents-là en des gens qui n'ont plus envie de penser par eux-mêmes. Surtout, en fait, une deuxième chose, qui vont avoir une dépendance à l'autorité, parce que ce qui va être important, c'est de savoir qu'est-ce que mon autorité veut que je fasse, plutôt que qu'est-ce que moi, en fait, je pense qui est bien pour l'ensemble. Et enfin, la liberté qu'on va me donner, ça va être un problème. Donc, dit autrement, lorsqu'on parle d'agilité et d'auto-organisation, si on n'a pas de responsabilité personnelle ou qu'on pilote par l'accountability, c'est super dur en fait. D'accord? On vous dit, vous êtes libre maintenant de prendre l'initiative, vous allez vous engager à faire des choses. En fait, je n'ai pas envie de le faire. D'accord? Donc, une des difficultés, c'est que si je n'ai pas de responsabilité à minima individuelle, je ne peux pas en fait aller dans cette direction-là. Donc pour éviter de déprimer, parce que c'est quand même le premier slot, on va se donner une petite vision un peu différente de la responsabilité. Donc, qu'est-ce que Christopher Avery nous apporte au niveau d'une vision de la responsabilité? C'est tout d'abord, il nous dit que c'est, en termes de définition, responsibility, si on découpe ce terme-là en anglais, c'est la capacité à répondre à une situation. Capacité à répondre en se l'appropriant, comme on disait tout à l'heure, prise de responsabilité. La deuxième chose, c'est que c'est quelque chose qui est inné
alors qu'on pourrait croire que c'est un trait de caractère chez certaines personnes, pas chez d'autres. Ce qui est important de comprendre, c'est que la responsabilité, on l'a tous, quelque part. C'est juste qu'il y en a qui l'expriment de manière plus automatique que d'autres. Mais derrière ça, en fait, il va aller un peu plus loin, il va vous dire en fait, que la responsabilité, c'est un processus mental qui est prédictible, qui est visible, et vu que c'est visible et observable, c'est quelque chose qui peut se pratiquer et s'enseigner. C'est chouette quand même. Donc c'est ce qu'on va voir en fait par la suite. Donc comment encourager la responsabilité? Une manière de faire, c'est déjà de reconnaître qu'on est tous capables de l'exprimer. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Ensuite, il y a 3 éléments qu'il met en avant, que sont donc l'autonomie, le droit à l'erreur et la non-intrusion. Donc je ne parlerai pas des 2 premiers, parce que les 2 premiers, globalement, sont ceux qu'on promeut beaucoup au niveau de l'agilité. Donc capacité à faire les choses comme on le veut, l'autonomie, le droit à l'erreur, donc le droit à échouer et à apprendre. Mais en fait, c'est la non-intrusion. Est-ce que la non-intrusion, ça vous parle ou pas? Limiter la surveillance. Exactement. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a cette notion de plus on est surveillé, plus notre comportement a tendance à changer. D'accord? Et ça, c'est quelque chose en fait, qui s'est vu au niveau sociétal. Je vais en perdre le nom. Après l'affaire Snowden, ça s'est vu aux États-Unis. En fait, que les comportements ont changé parce qu'ils ont vu qu'ils étaient surveillés. Donc la non-intrusion est quelque chose qui est aussi très important. L'organisation responsable, en supposant, c'est juste pour rêver un petit peu, d'accord, on va décoller un peu. L'organisation responsable, imaginez que tout le monde fait preuve de responsabilité à 100%. D'accord? Vous arrivez à l'imaginer? Imaginez dans vos entreprises, voilà, tout le monde fait preuve de responsabilité à 100% au sens, tout le monde prend ses responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un niveau d'appropriation de tout ce qui se fait, peu importe les tâches, d'accord? On se les approprie. Derrière, on est engagé, parce qu'on se les a appropriées. Tout est visible. Derrière ça, on a naturellement un taux de productivité qui est plus élevé. À partir de ça, on a chacun un leadership personnel et une confiance les uns en les autres. Dit autrement, si tu me demandes dans combien de temps je vais terminer telle ou telle chose, tu ne vas pas revenir 2 heures après pour savoir dans combien de temps je vais finir telle ou telle chose. Si je te dis 3 jours, c'est que dans 3 jours, je me suis engagé personnellement en fait, à te le donner. Si j'y croyais pas, je ne te l'aurais pas dit. D'accord? La responsabilité, elle est là. Et enfin, auto-organisation. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est une conviction, si je ne travaille pas sur la responsabilité individuelle à minima, dans un premier temps, je ne peux pas avoir d'auto-organisation. D'accord? Et une auto-organisation imposée, il y a quelque chose qui a tendance à ne pas marcher. Et tout à l'heure, on aura du vocabulaire même pour ça. Ça va? Je vous laisse juste quelques secondes pour rêver un peu. Et puis après, on revient. Alors, le fait d'avoir ça, ça veut dire quoi? Deux petites conclusions, c'est que la transparence et l'appropriation vont remplacer les systèmes de gestion de la performance. D'accord? Lorsqu'on est dans une organisation responsable, qu'on veut aller dans cette direction-là, c'est la transparence et l'appropriation qui vont faire la différence. Et enfin, la responsabilité va dépasser l'accountability. Vous aurez plus besoin en fait de gérer la performance au sens accountability si vous êtes en fait en responsibility. D'accord? Donc la difficulté, c'est comment est-ce que je change ma stratégie pour véritablement aller vers la responsabilité. On ne peut pas maintenir les deux globalement. D'accord? C'est exactement pareil lorsqu'on veut faire de l'agile et l'autre truc avant. D'accord? C'est difficile de faire les deux en même temps en fait. Ce n'est pas la même manière de voir les choses. Alors, parlons un peu des petits outils de la responsabilité. Donc, on va voir ces 2 éléments-là et on va passer un peu plus de temps sur le premier. Donc, le processus de responsabilité en lui-même. Avant de commencer, je vais vous demander de faire un petit exercice. Pensez à un problème que vous rencontrez aujourd'hui. Vous avez le droit de ne pas en avoir, des problèmes. Mais voilà, pensez à une problématique que vous avez aujourd'hui. Ça va ? Deuxième chose, que devrait-il se passer pour que ça disparaisse? Bien sûr, toute solution farfelue est toujours une solution. Hein. C'est bon? Gardez ça bien au chaud et on en discute après.
Le processus de responsabilité. Donc avant de rentrer dedans, je vous disais que c'était une séquence qui a été modélisée, qui est une séquence prédictible, observable et donc praticable et enseignable. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vous allez voir qu'il y a différentes étapes par lesquelles on passe, chacune étant en fait un lien de cause à effet que notre cerveau fait, en tout cas que notre mental fait, qui va essayer de justifier la situation. Donc on va essayer vraiment de voir en fait quelles sont les logiques qui sont mises en œuvre derrière. Et l'idée, ce sera vraiment de réussir à les identifier par la suite. La séquence ressemble à ça. À votre avis, lorsque j'ai une source d'anxiété qui arrive, à quel endroit en fait je rentre dans ce processus-là? Imaginez un truc très simple, par exemple, quelqu'un qui vous fait une queue de poisson ou quelqu'un qui vous bouscule dans le couloir. Le premier truc auquel vous pensez, c'est quoi? Vous voyez, c'est direct, hein? Si la phrase commence par espèce de, généralement, effectivement, c'est l'accusation. D'accord? Donc, effectivement, j'ai juste un élément que j'ai oublié de vous préciser. Donc, cette séquence se déclenche dès qu'il y a source d'anxiété. Et quand je dis source d'anxiété, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Parce que globalement, la responsabilité, donc la prise de responsabilité au sens le bleu qui est en haut, en fait, c'est assez facile de la prendre lorsque tout va bien. C'est facile de s'approprier en fait notre expérience de vie lorsque tout va bien. C'est lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens dans lequel on veut que ça se déclenche. Le fait qu'effectivement l'accusation arrive directe. Donc, vous aviez trouvé, c'est bien là que ça commence. Décrivons un petit peu donc, les différentes étapes. L'accusation, donc quelques phrases qui peuvent peut-être vous donner des pistes. L'accusation, ça peut être « t'aurais pu me le dire ». Ça va, ça vous parle? La deuxième, c'est « le client, il n'a pas été clair sur ce qu'il voulait ». La troisième, c'est « à cause de la SNCF que c'est le bazar ». Vous verrez, la troisième a été trouvée hier soir tard. L'accusation, qu'est-ce que c'est? C'est globalement le diagnostic que je fais de la situation que je suis en train de vivre, c'est l'autre est fautif et je ne peux rien faire surtout. D'accord? J'ai l'impression d'être victime, c'est l'autre qui est plus fort que moi. Donc, si mon diagnostic c'est que l'autre est fautif, à votre avis, le remède c'est quoi? L'autre doit changer en tout cas. D'accord? Donc, c'est le lien de cause à effet qui se fait. Lorsque je réussis à dépasser l'accusation, je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas l'autre le problème. Je monte d'un cran, je vais en justification. Quelques phrases pour être « c'est la culture, c'est comme ça, c'est la crise, on a toujours fait comme ça, dans tous les cas ». Je ne sais pas, vous la connaissez celle-là, non? On a toujours fait comme ça. Ou chez nous, c'est compliqué. Ou c'est politique, c'est différent, voilà, c'est ça. Vous en connaissez beaucoup ici, c'est bien. J'ai pas le temps de m'en occuper. Donc ça, c'est une réflexion que j'avais pu avoir parce que globalement, j'ai su comment venir, mais je ne sais pas comment repartir. Et en fait, j'ai pas voulu regarder en fait effectivement comment repartir. J'ai pas le temps. D'accord? Ça, c'est typiquement en fait une justification pour dire voilà, je vais faire autre chose. J'ai pas le temps. Et j'ai pas le temps est quelque chose en fait qu'on dit souvent, mais qui est en fait au final une justification plus qu'autre chose pour ne pas gérer le problème. Je traite simplement une anxiété. Donc le diagnostic, c'est la situation est responsable. Donc il y a une force surpuissante, entre guillemets, qui est au-dessus de moi. Au début, je voulais mettre encore la SNCF, mais je me dis quand même, c'est une question en fait de vision. Mais la situation est plus forte que moi et je ne peux rien faire. Et donc le remède, c'est que c'est la situation qui doit changer. Donc la seule différence entre l'accusation et la justification, c'est que l'accusation est bien ciblée et la justification, c'est quelque chose qui est vraiment au-dessus de nous. C'est vraiment un pouvoir surnaturel. C'est un petit peu, l'exemple qui est donné, c'est les enfants, quand ils font une bêtise et qu'on va les voir, ils vont nous dire « c'est arrivé tout seul ». C'est pareil en fait, d'accord? C'est la même idée, une force au-dessus d'eux qui agit. Donc, lorsque je dépasse la justification, je considère en fait que c'est ni quelqu'un précisément, ni la situation qui est plus forte que moi, vu que je ne peux plus regarder à l'extérieur, je vais regarder à l'intérieur. Donc je monte en culpabilité. Donc derrière la culpabilité, il y a la honte aussi.
D'accord, le terme en anglais, c'est shame. Donc, il y a bien ces deux aspects-là. Donc, c'est je ne suis pas assez compétent, je n'ai pas fait assez d'efforts, j'aurais pu mieux m'organiser pour la grève. D'accord. Donc, il y a ce côté. Tout à l'heure, je m'amusais à taper sur les autres. Bah, maintenant, je vais me taper sur moi. Il y en a qui aiment bien. Et le lien de cause à effet que je fais derrière, c'est que c'est ma faute si ça m'arrive. Et non seulement c'est ma faute, mais en plus je le mérite. D'accord. C'est normal que j'ai en fait ça, parce que de toute façon, je n'ai pas ce qu'il faut. Il me manque quelque chose en fait pour vraiment réussir en fait à dépasser la situation. Donc le remède, c'est que je dois faire quelque chose. D'accord, si je veux m'en sortir. Ça va, culpabilité? Je dépasse cet aspect-là, parce que se taper dessus au bout d'un moment, ça fait mal. Donc je vais un peu plus loin. Je vais dans l'obligation. Quelques éléments d'obligation. Je dois aller à ce meeting. Ça va, ça? Ça parle à des gens? Ouais. Je dois aller au travail. Ça vous parle peut-être, ça, non? Je dois finir cette paperasse. Ou il faut que j'aille me renseigner en agence SNCF. C'est le même effet. Ouais. Derrière ça, en fait, l'obligation, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'obligation, il y a un aspect mouvement quand même. D'accord? Je vais faire quelque chose. Mais derrière ça, en fait, c'est à la fois subtil et à la fois sournois. Parce que derrière, en fait, il y a une certaine rancœur qui va se construire. Pourquoi? Parce que je vis une expérience que je n'ai pas envie de vivre, je suis une personne que je n'ai pas envie d'être. Et il y a un troisième aspect qui est je ne sais plus quoi. Donc il y a une notion d'identité, une notion d'action et autre chose. Mais en gros, dit autrement, en fait, avec tous ces aspects différents, on va construire une anxiété et une rancœur qui va s'auto-alimenter. Tout ça accumulé, ce qui est sympa, en fait, c'est que ça va créer une sorte de virus qui va se partager à d'autres gens, d'accord, qui va créer un certain sarcasme collectif. Et bizarrement, en fait, on trouve très facilement les gens qui sont dans le même état que nous. D'accord. Et puis naturellement, on va s'amplifier. D'accord. Ce je dois aller ce meeting, généralement, vous allez trouver les gens qui sont aussi contents que vous d'y aller. D'accord. Le troisième? Ouais. Là, dans les trois situations, disons qu'on attend qu'il y a un élément peut-être vers lequel on a plus en vouloir. Le meeting, est organisé par quelqu'un, on n'a pas envie d'y aller. La paperasse, c'est pour quelqu'un. L'agence, en vrai, la SNCF. Alors ça, c'est une manière de voir les choses, d'accord. Mais derrière, en fait, ce qui est important, c'est de se dire, en fait, je dois le faire parce que je n'ai pas le choix. D'accord. Dans l'obligation, c'est je suis enfermé, je suis piégé, mais il faut absolument que je fasse quelque chose pour m'en débarrasser rapidement. Donc là, je recheckais rapidement. Donc il y a une question de je fais quelque chose que je n'ai pas envie de faire. C'est surtout ça en fait. S'il y avait une phrase à retenir pour l'obligation, c'est je le fais, mais je n'ai pas envie de le faire. Et vous verrez que c'est la seule nuance qui est en fait énorme par rapport à la responsabilité. D'accord. Et la phrase de la responsabilité, c'est je fais parce que je veux le faire. D'accord. Il y a bien une différence à ce niveau-là. Donc le lien de cause à effet, c'est je n'ai pas le choix. Et le remède, c'est que je fais le minimum pour m'en débarrasser. D'accord. Donc j'agis rapidement et je m'en débarrasse. La responsabilité, donc comme je vous disais, c'est je fais la chose parce que j'ai envie de le faire, ou j'ai trouvé quelque chose qui me donne l'énergie de le faire. Donc c'est je choisis d'aller à ce meeting, par exemple, pour en ressortir avec une décision. Vous voyez, en termes d'énergie, ce n'est pas du tout pareil. Le deuxième, ça peut être je choisis de découper mon travail et de traiter la paperasse en 3 fois. Donc je me suis déjà en fait mis en mouvement, mais de manière en fait constructive pour moi. Alors, la troisième, j'ai du mal à la trouver. À partir de 17h, je regarde quelles sont mes options. Voilà. Et en tout cas, si je ne le fais pas, je vous invite à me le rappeler. Voilà, donc la responsabilité, c'est vraiment quelle action je décide vraiment de faire et qui vient de moi et qui me convient en fait. Par contre, Oui. le pas pour passer de l'obligation, culpabilité, justification, accusation à la responsabilité, c'est vraiment aussi un état d'esprit. Oui. Alors, parler dîner, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça se travaille et il faut être même dans des conditions où on peut le développer. Bah, en fait, il faut créer l'environnement derrière. C'est pour ça, tout à l'heure, on disait encourager la responsabilité, c'est dans le sens déjà accepter qu'on l'a.
Et ensuite, c'est de comprendre déjà que c'est un lien de cause à effet qu'on fait dans notre tête. Et vous verrez, les outils de la responsabilité, ça nous aide un peu à le travailler, ce truc-là. Mais c'est de se dire qu'effectivement, alors déjà, on n'est pas obligé de passer par tout pour aller en responsabilité. C'est-à-dire que si on commence en accusation, ce qui est la plupart du temps le cas, ça fait quand même un trajet pour y aller. On passe bien par toutes les étapes, mais d'une manière plus ou moins rapide, selon les personnes. D'accord ? Et il y a une des étapes dans lesquelles vous allez avoir l'impression d'être plus bloqué qu'une autre. C'est ça qui devient intéressant après pour travailler dessus. D'accord ? Mais la stratégie principale, c'est de refuser le message automatique qu'on a. Et ensuite, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire pour moi ? Qui j'ai envie d'être ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et quelle expérience j'ai envie de vivre ? Et à partir de là, être une force causale de son expérience de vie. C'est ça qui n'est pas évident en fait au départ. Diagnostic, donc j'ai ce qu'il faut pour traiter ce problème. Et ça, c'est fondamental. D'accord ? Alors que les autres états, c'était il me manque quelque chose et je ne peux rien faire. Là, on considère qu'on a quand même quelque chose et on peut agir par rapport à la problématique qu'on rencontre. Et le remède, c'est que je fais face. D'accord ? Je ne résous pas que le symptôme. Je vais essayer vraiment de résoudre la problématique pour de bon. Derrière ça, lorsque je suis en responsabilité, je développe 3 choses. La capacité en fait de créer des expériences qui me conviennent. On voit souvent la notion de choisir. D'accord ? C'est que je peux choisir la réponse. Tout à l'heure, on parlait de capacité à répondre. C'est bien ça, c'est que je choisis la réponse que je veux donner en fait à la situation que je suis en train de vivre. Et enfin, je vais attirer les situations qui me conviennent aussi. Pourquoi ? Parce que je me suis mise dans l'énergie en fait qui va attirer les bonnes situations à moi. La fuite. Alors la fuite, ça a été assez intéressant pour moi de découvrir en fait une autre manière de voir la fuite. La fuite, en fait, c'est de se dire que quand je suis là, d'accord ? Quand je suis là, tout à l'heure, lorsqu'on est dans le rouge, en fait, on fait sortir l'anxiété à l'extérieur. D'accord ? On a une sorte de soupape qui nous permet de taper sur les autres ou sur la situation. D'accord ? Donc ça nous détend. Lorsqu'on est ici, on se tape sur soi. Et donc en fait, le problème de la culpabilité et l'obligation, c'est que ça a tendance à osciller. Je suis en moins que rien, mais je vais quand même essayer de bouger. Et parce que je suis en train de bouger, mais de toute façon j'aurais dû le faire autrement, et parce que voilà, je suis un idiot, bon, je vais quand même faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une oscillation en fait qui se fait entre ces deux éléments-là. Le problème, c'est que l'oscillation va créer en fait une certaine douleur intérieure. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, lorsque la douleur devient insoutenable, je suis obligé de fuir. Donc une autre manière de voir la fuite, c'est qu'en fait, c'est une oscillation entre culpabilité et obligation, une douleur trop forte qui fait qu'en fait, le problème, on ne veut plus le regarder, en tout cas pendant un instant. Un jour, je le ferai. Encore 3 semaines, 2 jours, 1 heure. Ça va, ça vous parle ça ? On verra bien. D'accord ? Donc ça, c'est bien la fuite. Et bien une oscillation en fait entre les deux. Le diagnostic qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, c'est trop douloureux et je ne peux rien y faire. Donc ma solution, c'est je vais mettre le problème à côté. Comme ça, tant que je ne le regarde pas, il n'existe pas. D'accord ? C'est l'autruche, dit autrement. D'accord ? Je fuis le problème. Le dernier, c'est le déni. Le déni, en fait, qui est simplement une étape qu'on considère être présente avant de rentrer en fait en accusation. Une phrase, par exemple, c'est « quelle grève ?» D'accord ? Voilà, donc le processus, en fait, est celui-ci. Suffisamment simple pour qu'il soit dans votre tête ? Ça va ? Je vous le remettrai tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je vous avais dit de garder en tête votre problématique et votre solution. Donc repensez à cette problématique et à cette solution, pour le coup, mais repensez à la problématique principalement. Dans quel état mental vous étiez lorsque vous y avez pensé ? Vous avez besoin que je vous remette le poster ou pas ? Je vais le faire quand même. OK ? Donc juste pour sonder, qui était dans le rouge ? OK, super. Qui était dans le vert ? OK, pas mal. Puis pour le reste, c'est déjà une première étape, d'accord, d'identifier un petit peu où vous étiez. Et donc après, c'est voir comment est-ce qu'en fait vous avez fait un lien de cause à effet. Donc là, on a pu l'expliciter. On va avancer un peu plus et on va essayer de pratiquer après. Alors,
le fait de rester sous la ligne, vous avez vu qu'il y avait une ligne ou pas? Parce qu'au vu de l'éclairage, je ne sais pas si vous aviez vu, donc en gros, il y a une ligne juste en dessous de responsabilité. Donc le fait qu'on soit en dessous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on rentre en fait dans un cycle qu'on appelle le cycle du contrôle. Ce qu'on cherche en fait, c'est avoir le contrôle sur ce qui se passe dans notre vie. Pourquoi? Parce que la source d'anxiété, c'est bien, il y a quelque chose qui s'est passé que je ne voulais pas qu'il se passe. D'accord? Et donc j'ai un sentiment de perte de contrôle, donc il faut que je le récupère très vite. Donc parce que mon intention est de garder le contrôle, qu'est-ce que je vais chercher à faire ou qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire de par la situation que je vis? C'est quoi? C'est que je vais évaluer la situation. Lorsque je dis j'évalue la situation, dit autrement, c'est que je vais la juger. C'est bien, c'est pas bien. D'accord? Par rapport à c'est bien, c'est pas bien, je vais me donner un conseil, ou on va me donner un conseil, ou je vais aller chercher un conseil. D'accord? Donc la plupart du temps, ça va être c'est pas bien. Et comment je fais pour que ça redevienne bien? Je me donne un conseil, et donc je vais m'y conformer. Et parce que je vais me conformer à ce conseil-là, naturellement, je vais avoir l'impression de reprendre du contrôle sur la situation. Ça va ou pas quand je vous décris ça? Donc des fois, le terme contrôle peut peut-être emmener un flou. Parce que le contrôle n'est pas forcément mal en soi. Mais là, c'est plus une notion d'automatisme. Parce que ce cycle-là est très rapide. C'est un des intérêts qu'il a. D'accord? Mais lorsqu'on cherche à maintenir le contrôle, d'accord, on rentre en fait dans une boucle où on ne grandit pas globalement. On reste dans des codes, soit qui nous sont donnés, soit qu'on se donne. Et derrière ça, dans le conseil, généralement, en fait, il y a une phrase qui va arriver, ou une formulation de phrase, c'est « je dois faire ça ». D'accord? Pour répondre à la problématique, je dois faire ça. Et donc, je dois, c'est de l'obligation. Donc, conformité, donc après, anxiété, rancœur, et tout le tralala. D'accord? Donc, on rentre dans ce cycle-là. Le seul intérêt de ce cycle-là, c'est qu'il est très rapide. Pourquoi? C'est parce que c'est automatique. Donc rentrer en fait dans le cycle du contrôle, c'est une stratégie de défense. On considère que le problème est le plus fort que nous. On commence à se plaindre, on est un peu cynique, sarcastique. On se sent enfermé, piégé. On se sent généralement pas très bien. Et on est plutôt victime de la situation. Dit autrement, on parle plus du problème qu'on ne le traite. D'accord? Mais il y a bien quelque chose que l'on traite, c'est juste notre anxiété par rapport à ce problème-là. D'accord? Et ça fait toute la différence. Ça vous parle, ça? On parle plus du problème qu'on ne le traite? Ça vous rappelle des réunions, peut-être? Ouais. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller au-dessus de la ligne, bien sûr. Aller au-dessus de la ligne, en fait, c'est un autre cercle, un autre cycle qui va s'enclencher. Ce que je cherche à atteindre, c'est le pouvoir, la puissance. D'accord? C'est le terme power, je ne sais jamais comment le traduire. Donc, aujourd'hui, vous avez pouvoir. C'est cette capacité en fait à avoir la main sur votre vie. Donc, lorsque je cherche en fait à avoir cette capacité à pouvoir répondre, en fait, je vais observer ce qui se passe. J'observe, je ne juge pas. Il se passe quoi? Tiens, j'ai une voiture qui me passe un peu trop vite devant moi. Plutôt que cette espèce de voilà vient de me faire voilà. D'accord? Vous voyez, c'est juste une petite nuance, mais qui n'est pas si évidente, de manière automatique à avoir. J'observe d'abord. Parce que j'observe, je vais développer un sentiment de clarté sur la situation. Je vois ce qui est. D'accord? Lorsque je juge, je filtre et ma vision en fait est réduite à mon prisme. D'accord? Donc là, lorsque j'observe simplement, en fait, j'ai plus de clarté et un champ de vision qui est plus large sur la situation. Parce que mon champ de vision est plus large sur la situation, je peux construire un sentiment de confiance interne sur le fait que je suis capable de répondre à la situation. Et parce que je construis en fait un sentiment de confiance, j'agis. Et donc je reste dans la responsabilité au sens responsibility. Donc la différence principale qu'il y a là, d'accord, c'est que c'est un travail. D'accord? Parce que les automatismes vont nous envoyer plutôt dans le cycle du contrôle. Alors ici, en fait, on essaie juste de voir ce qui se passe et de réagir. Lorsque j'avais commencé à voir ce système-là, ça m'a fait penser en fait à autre chose. On va juste faire la comparaison juste après. Ici, dans le cycle en fait, du pouvoir, de la puissance, c'est une stratégie d'évolution, une stratégie en fait, de croissance.
ça change quoi? On refuse d'accepter la réponse automatique du cerveau. C'est qu'on la voit déjà, donc ça nous permet de pouvoir la contrer. On est plus léger, généralement, on voit le problème autrement, tout simplement parce qu'on voit la situation d'une manière plus globale. On se sent libre et surtout, on a l'impression d'avoir le choix. On n'est pas enfermé de par la situation en fait, qui nous attaque. Une autre manière de voir la chose, c'est qu'on a plus de ce que l'on veut et moins de ce que l'on ne veut pas. Et cette nuance me paraît intéressante, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir plus de ce que l'on veut, mais si on peut réduire ce que l'on ne veut pas, ça peut être aussi une autre manière de faire. Et dans vos équipes, ce qui me paraît intéressant, c'est aussi ça. Plutôt que de vouloir toujours faire plus, on peut potentiellement essayer d'avoir moins de ce qu'on ne veut pas. Et je ne parlerai pas d'agiter à l'échelle. D'accord. J'ai juste repris ça, donc c'est pour faire une petite comparaison. Lorsque je l'écris comme ça, ce cycle du pouvoir, ça vous fait penser à autre chose ou pas? Pas tous en même temps, hein? Non? Ça vous fait pas penser à une autre structure? Alors, ça aurait pu me faire penser au PCR, c'est pas celui-là que j'avais en tête? La CNV, tout à fait. La CNV, ça ressemble à ça. Intéressant quand même, il y a des termes en fait qui se recoupent. Et en fait, donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait recouper un peu les deux pour voir un petit peu qu'est-ce qui se rejoint? L'observation, c'est assez facile. Et fondamentalement, c'est la même chose. C'est de se dire, comment est-ce que je regarde, au travers de mes 5 sens, en fait, une situation sans la juger. D'accord? Elle arrive à moi, voilà ce qui est. Ensuite, la clarté. La clarté, je me suis dit, en fait, que c'était la combinaison du sentiment et du besoin. Je clarifie, en fait, ce qui est en train de se passer. Et ensuite, parce que j'ai accumulé de la confiance dans ma capacité à répondre, j'ai la capacité de faire une demande. Et souvent, en fait, dans les retours d'expérience que j'avais pu voir des personnes qui expérimentent la CNV, ils disent souvent en fait, qu'ils avaient peur de faire leur demande, mais que lorsqu'ils ont pris confiance en fait, dans le fait qu'ils pouvaient faire leur demande, ils le faisaient, et ils étaient souvent agréablement surpris de la réaction. Mais il y a bien ce sentiment de confiance qui arrivait derrière. Confiance dans le process, mais confiance en eux aussi. Donc la grande question, c'est ça. Cette première étape, en fait, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui fait la différence? Merci. Je suis vraiment en retard. OK. Les clés de la responsabilité. Donc l'intention, la prise de conscience et la confrontation. L'intention, c'est l'intention d'opérer depuis l'état mental de responsabilité. Dit autrement, c'est ce fameux pouvoir. C'est-à-dire que souvent, on vous dit, la première étape pour changer, c'est la prise de conscience. Au sens, Christopher Avery vous dit, c'est pas vrai. Parce que c'est pas parce que je sais que je suis dans la merde que j'ai envie d'en partir. D'accord? Parce que c'est chaud, c'est confortable. D'accord? Mais par contre, l'intention, ce fameux pouvoir-là, ça me donne une direction. Donc effectivement, je sais où je suis, je sais où je veux aller. Là, pour le coup, ça me donne du mouvement. D'accord? Donc l'intention, en fait, c'est vraiment le premier élément. Deuxième, c'est la prise de conscience, ce que vous avez fait tout à l'heure. Et enfin, cette capacité, en fait, à actionner, agir pour faire face à son conflit intérieur et dépasser le problème. Donc, une mini-conclusion avant la prochaine. Le processus de responsabilité ne fonctionne que lorsque l'on se l'applique à soi d'abord, parce que vous allez le voir partout autour de vous. D'accord? Mais comme tout outil de développement personnel, en tout cas c'est comme ça que moi je l'utilise principalement, c'est d'abord chez soi. Deuxième chose, qu'est-ce qui nous invite à faire? À vouloir plutôt que devoir. D'accord? Et ça change énormément de choses. Dernier élément, c'est toujours la question de se dire, la responsabilité, c'est quelque chose qui se démontre. C'est un peu la même chose que se l'appliquer à soi-même plutôt que de l'imposer aux autres. Démontrer plutôt qu'imposer. Pour moi, c'est un peu pareil pour un accompagnement agile. D'accord? Si on impose l'agilité aux équipes, à votre avis, ça génère quoi? Alors, je crois que je l'entends. Allez-y, osez. Ouais, mais là, on a acquis du vocabulaire. Donc, si j'impose quelque chose à quelqu'un, ça crée quoi? De l'obligation, d'accord? Donc, directement, si j'impose ou si je conseille directement en fait, les équipes, je crée de l'obligation. Donc, vous avez des gens qui font des choses sans savoir pourquoi. D'accord? Et vous savez maintenant tout ce que ça crée à l'intérieur. D'accord?
Donc une phrase qui me paraît importante, que Christopher Avery répète souvent et qui m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses, c'est que les personnes font de leur mieux avec le niveau de conscience qu'elles ont et la situation dans laquelle elles sont. Dans n'importe quelle situation, il part de ce postulat-là. Même quand quelqu'un vient vous emmerder, dit autrement, on peut se dire ça. C'est la meilleure chose qu'elle a trouvée, en fait, de par le niveau de conscience qu'elle a à ce moment précis et la situation dans laquelle elle est. Dit autrement, il n'y a rien de mal, ni chez eux, ni chez vous. Et ça fait du bien. D'accord ? Comprendre aussi que lorsqu'on rentre dans le processus de responsabilité, il n'y a pas de problème. D'accord ? On a le droit d'être humain aussi. Le problème, c'est d'y rester. D'accord ? Une autre phrase, c'est que la plupart des personnes ne veulent pas être libres, elles veulent être en sécurité. Et il semblerait en tout cas qu'une étude avait été faite il y a quelques années qui dit que des personnes seraient prêtes à vendre un peu de leur liberté pour avoir plus de sécurité. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on cherche à faire en agilité ? C'est à combattre l'incertitude, qui est une des peurs principales qui peut exister. Vu que j'ai plus du tout beaucoup de temps, je vais vous faire juste un tout petit exercice. Pas celui-là pour le coup. Je suis dans une réunion qui m'ennuie, que faire ? Je vous donne juste une piste. Moi, la seule piste à laquelle j'ai pensé, c'est la loi des deux pieds. D'accord ? Je prends mes responsabilités, je m'ennuie, je me barre. D'accord ? Il y a peut-être une manière de le faire, d'accord ? Moi, en tant qu'accompagnant, j'ai peut-être le mandat de le faire, mais je demande souvent, est-ce que ma présence est toujours nécessaire pour ce qui est en train d'être fait ? Et après, je pars. D'accord ? Mais vous voyez que c'est quand même de l'énergie de partir. Mais c'est vraiment une prise de responsabilité. C'est un exemple, bien sûr. D'accord ? Et c'est pas facile, mais une prise de responsabilité, déjà dans les réunions, c'est très bien. C'est plus pour celle-là, peut-être, que je vais vous poser la question. Non, c'est la même. Oula, mais je fais que reculer. Ah. J'ai combien là ? Combien de temps ? Là, c'est le temps de pause de dire 10 minutes en gros. Il reste 10 minutes ? Changer d'atelier, puis changer d'atelier, et ceux qui veulent rester dans cette salle, rester. D'accord. Et 10 minutes de marge. 10 minutes de marge, ok. Désolé, je vais les prendre. Et bien sûr, si ça vous ennuie, vous pouvez partir. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre 1 minute pour en discuter avec une personne. À votre avis, comment est-ce qu'en responsabilité, vous pourriez gérer ce problème-là ? Vu que c'est toujours la question qu'on me pose, en fait. Donc, ok ? Bah oui. Donc, je vous laisse prendre 1 minute. Comment est-ce qu'en responsabilité avec ce que vous avez vu, vous pouvez en fait répondre à cette question-là ? Ok ? C'est parti. Non, effectivement, donc déjà de base, dans la question, il y a un jugement. D'accord ? Donc on n'est pas déjà nous-mêmes, on est déjà dans le jugement. Donc on est déjà dans un cycle qui n'est pas forcément le cycle du pouvoir. D'accord ? Ça peut être un piège, en tout cas. Ce que Christopher Avery nous propose, en tout cas comme démarche, et ça va reprendre un petit peu ce que vous avez dit après, c'est juste l'énergie qu'il y a derrière qui est différente. D'accord ? Si au départ, je ne juge pas, d'accord ? Je m'approprie d'abord le problème, parce que je considère que c'est un problème pour moi, donc je dois bien pouvoir y faire quelque chose. D'accord ? C'est bien quelque chose déjà important au départ. Ensuite, c'est je ne prends que des actions responsables. D'accord ? Qu'est-ce que je veux faire par rapport à ce problème-là ? Dit autrement, en fait, je peux aller parler du problème en responsabilité. Donc je démontre plutôt que d'imposer la responsabilité aux autres. Mais derrière, effectivement, ce que je trouve intéressant dans cette remarque, c'est que comment est-ce que je peux voir la situation avec clarté plutôt qu'en fait rentrer dans le cycle du contrôle et ensuite potentiellement accuser les gens en fait de ne pas être les bonnes personnes. Encore une fois, il n'y a rien de mal ni chez eux ni chez vous. La question en fait, c'est comment est-ce que je fais pour pouvoir répondre à la situation. D'accord ? La dernière, je passe rapidement, c'est comment utiliser le processus de responsabilité en équipe. Un exemple, moi je l'ai utilisé en rétrospective, pour le coup. Donc c'était une rétrospective de communauté, d'accord, communauté de pratique. C'était des Scrum Masters pour le coup. Et en fait, ce qui m'a amené à amener cette idée, c'est qu'en fait, ils se plaignaient tout le temps de la manière dont ça fonctionnait. Et donc on a travaillé sur ça. Et vous avez vu le résultat où ils se trouvaient tous ? Donc c'est assez intéressant en fait, de se dire bah, voilà, où est-ce que je me situe ? Et ensuite, à partir de là,
quelle est l'action responsable, au sens responsive process, que je suis prêt à faire. Donc, vous avez un article qui permet de décrire ça, si vous avez besoin, ça sera dans les références. Je vais conclure rapidement, vu que je suis en retard, avec une petite phrase donc, qui est celle-ci, qui est entre un stimulus et une réponse, il y a un espace. Dans cet espace, il y a notre pouvoir en fait, de choisir notre réponse. Et c'est dans cette réponse-là qu'il y a notre capacité en fait, de grandir, donc de choisir notre évolution et notre liberté. À vous de décider en fait, dans quelle direction vous souhaitez aller. Si vous voulez aller plus loin, le responsive process ressemble à ça maintenant, mais le poster avec les couleurs risque de rester encore très longtemps. Mais voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous ai donné la référence et je vous remercie.